Yo, c'est Haru. Je ne sais pas si vous le savez, mais personnellement, au-delà des mangas en eux-mêmes, je m'intéresse énormément à ceux qui sont derrière, et pas uniquement les auteurs, mais aussi les éditeurs, et notamment les éditeurs francophones. Et si vous le saviez pas, j'ai quand même sorti une vidéo de 50 minutes sur le sujet. Je m'intéresse beaucoup à comment nos chers éditeurs gèrent leurs mangas, les vendent et communiquent dessus. C'est pour ça que je scrute très souvent leurs annonces, même des mangas qui ne m'intéressent pas, et surtout que je reste à l'affût des nouveaux éditeurs pour voir ce qu'ils peuvent proposer dans ce milieu saturé. Et s'il y a une maison d'édition qui m'a bien interloqué ces dernières années, c'est sans conteste les éditions Vega. Les éditions Vega, aujourd'hui Vega Dupuis, sont une maison d'édition qui a vu le jour en 2018 et qui ont frappé assez fort pour se faire remarquer par des fans de manga que je qualifierais de niche. En éditant d'un coup le sympathique Deep Sea Aquarium Macbell, le très bon Peleliu et le manga remake du survivant de Takao Saito, ils avaient de quoi se faire remarquer, surtout avec un manga comme celui-là. Même si personnellement je n'étais pas très intéressé par ce dernier, parce que pour être honnête, je suis pas très fan du manga original, je savais déjà que c'était un éditeur à surveiller. Et mon intuition ne m'avait pas trompé, car suite à cela, ils ont commencé à éditer en nombre des mangas que je trouvais assez étonnants de voir arriver chez nous, et surtout, ils ont fait plaisir à ce fameux public de niche francophone en éditant des mangas d'auteurs assez reconnus pour la qualité de leur travail, mais pas spécialement populaires. Parmi eux, Shisako Garden, One Shot de Yuki Kodama, à qui on doit entre autres Kids on the Slope, et ça me permet au passage de vous recommander Kids on the Slope qui est un excellent manga, Kamuya Ride, le dernier manga de Masato Issa, à qui on doit entre autres Area 51, et ça me permet au passage de vous recommander Area 51 qui est un excellent manga, ou encore Kakushi Goto, manga de Koji Kumeta, à qui on doit entre autres Sayonara Monsieur Désespoir, que je ne vais pas vous recommander parce que je ne l'ai toujours pas lu. Mais soi-disant, c'est cool. Bref, Vega est un éditeur qui avait tout pour me plaire. Par conséquent, m'est venue l'envie de faire une vidéo pour parler non pas uniquement d'un seul de leurs mangas, mais plus largement pour vous encourager à jeter un coup d'œil sur la plupart des œuvres qu'ils ont ramenées chez nous. Parce qu'il y a de sacrées perles. Ça veut dire que tu ne vas pas parler d'un manga en particulier? Bien sûr que si. Mais plus que de parler d'un manga juste pour parler d'un manga, j'ai plutôt envie de vous prouver avec celui-ci que Vega nous a ramené des titres aussi osés pour le marché francophone, qu'intéressant pour des gens qui se passionnent plus largement pour le monde du manga dans ce qu'il a de plus artistique. Et pour moi, s'il y a bien une de leurs séries qui représente très bien tout ça, c'est évidemment Journal d'une vie tranquille. Donc, Journal d'une vie tranquille est un manga autobiographique de Tetsuya Shiba, édité depuis 2015 dans le Big Comic. 2 tomes sont déjà disponibles chez nous aux éditions Vega, alors que le 3e sortira le 20 août. Et oui, j'ai dit qu'il s'agit d'un manga autobiographique, donc avant de parler du manga en lui-même, il faut glisser quelques mots sur l'auteur que vous devez sûrement connaître si vous vous intéressez assez largement au manga. Tetsuya Shiba est un mangaka né en 1939 à Tsukiji. Comme vous devez l'imaginer à son année de naissance, il est un pionnier du manga tel que nous le connaissons aujourd'hui, étant donné que sa carrière débute dans les années 50 au Japon, et qu'au cours de celle-ci, il va signer de nombreux mangas plus ou moins cultes. De Haris no Kaze à Orewa Taipei, en passant par Notari Matsutaru ou Ashita Tenki ni Nahare. Mais bon, je me doute que la plupart de ces mangas ne vous disent sûrement pas grand-chose, et pour être honnête, de mon côté, je ne connais la majorité d'entre eux que de nom. Cependant, il y a sûrement un manga de ce dernier qui doit vous parler. Un manga qu'il n'a pas réalisé seul, mais aux côtés de Ikki Kajiwara, et qui est encore aujourd'hui considéré comme étant l'un des mangas les plus importants de l'histoire du manga. Ashita no Joe. Donc juste avec ça, vous devez comprendre que ce monsieur n'est pas n'importe qui et... Non, vous savez quoi? Pause. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste que là, je viens d'évoquer le nom d'Ashita no Joe et... Je pense que ça ne sera pas demain la veille que cela arrivera de nouveau. Par conséquent, j'ai envie de m'arrêter un petit peu pour parler de ce manga. Ashita no Joe est un manga qui a été publié de 1968 à 1973 dans le Shonen Magazine. Aujourd'hui considéré comme le père du shonen neketsu moderne, c'est à lui qu'on doit de nombreux codes qui ont traversé les années. Codes qu'il maîtrisait déjà si bien à son époque qu'il est encore considéré comme étant une référence aujourd'hui. Ashita no Joe, si vous ne le savez pas, est l'histoire de Joe Yabuki, un jeune sans foyer qui arnaque qui il peut pour survivre et qui va se prendre de passion pour la boxe suite à sa rencontre avec son maître Denpei, et surtout son rival Rikichi Toru, pour devenir petit à petit une icône nationale de ce sport. Là où Joe n'est pas non plus à l'origine de tous les codes qu'il utilise, les mangas de sport existaient déjà avant, c'est avant tout par son sous-texte politique qu'il va trouver écho auprès de nombreux jeunes de l'époque. En montrant un gamin rejeté de tous, venant d'un milieu social des plus défavorisés, se surpasser et trouver sa place dans une société qui le rejetait sans jamais devenir hypocrite vis-à-vis de ceux qui le rabaissaient, Joe montrera à toute une génération qu'on n'a pas besoin de se soumettre et qu'on peut s'accomplir par sa volonté et ses efforts, même si tous nous rejettent. Message d'autant plus pertinent que de nombreuses révoltes étudiantes avaient lieu au Japon à la fin des années 60. Avec ça, je pourrais commencer à raconter les anecdotes très connues sur ce manga. Le fait que la mort d'un personnage a été tellement choquante qu'il a eu le droit à de véritables funérailles,
que des membres de l'armée rouge japonaise qui avaient détourné un avion durant la guerre du Vietnam n'auraient déclaré que comme unique mot aux médias « Nous sommes Ashita no Joe », que les autorités ont fait pression sur les auteurs pour qu'ils arrêtent leur manga au vu des conséquences qu'il avait sur la jeunesse. Je pourrais aussi parler des nombreuses références faites au travers de nombreux mangas et animés à Joe, ou des hommages faits bien plus directement, comme dans Bakuman quand Makoto dit que Ashita no Joe est son manga préféré, ou dans une certaine scène de 20th Century Boy que je ne révélerai pas pour ne pas spoiler ceux parmi vous qui ne l'ont pas lu, mais qui est très certainement l'un des passages les plus forts de celui-ci, et possiblement ma scène préférée du manga. Comprendra qui pourra. Bref, je pourrais parler de tout ça, mais il y a une chose que je pense plus importante à dire aujourd'hui sur celui-ci que de rappeler son aspect culte. Parce que personnellement, j'ai découvert ce manga en sachant toute l'aura qu'il avait, et en le lisant bien plus pour ce qu'il représentait que pour ce qu'il était. Parce qu'avant de me lancer, je ne pouvais pas m'ôter de la tête l'idée qu'en étant une œuvre aussi influente, Ashita no Joe avait très certainement pris un coup de vieux qui faisait qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être avoir du mal à l'apprécier à son plein potentiel. Et pourtant, même en connaissant les codes qu'il a popularisés, j'ai trouvé ce manga véritablement incroyable. Autant en termes de dessin, de propos, d'évolution de personnages et de leurs relations, il fonctionne encore si bien que je pense qu'on n'a aucun mal à l'apprécier aujourd'hui. Le manga va illustrer avec force le propos majeur de son histoire, tout en ayant des protagonistes crédibles, emplis de failles qu'il cherche à cacher pour ne pas craquer face à ce monde qui les rejette. Le manga se montre dur autant par les conséquences des combats et les choix des personnages, que dans leurs caractères qui ne seront jamais lisses, mais toujours montrés sous de nombreuses facettes. Bonnes certes, mais aussi hypocrites, prétentieux, mesquins, lâches, ce qui les crédibilisent d'autant plus. Pareil dans ce qui concerne les relations, où les personnages seront montrés à plusieurs reprises comme ne se comprenant pas, au point de faire ou dire des choses horribles, mais marquantes pour eux, ce qui va les renforcer peu importe les conséquences. Étant donné qu'Ashita no Joe n'est pas enfermé dans les codes modernes qu'il a popularisés, il s'autorise énormément de choses qu'on ne voit pour ainsi dire jamais dans des mangas plus récents. Ce qui fait que malgré son âge, on a presque l'impression de redécouvrir un genre plus largement que dans des œuvres plus récentes. Attention, n'ayez pas l'impression que je vous balance un c'était mieux avant. Ce que j'essaye de dire, c'est que il n'est pas impossible qu'en entendant parler d'Ashita no Joe, vous vous disiez que le manga est peut-être culte, mais qu'il n'est sûrement pas aussi appréciable aujourd'hui qu'à l'époque où il est sorti. Et dans ce cas, je tiens à vous répondre que, si, le manga s'apprécie toujours autant de nos jours, et reste une référence qui peut atteindre de nouveaux lecteurs sans avoir besoin de le juger en prenant en compte son âge. Ce que moi-même je pensais. Donc si ce n'est pas fait, je vous encourage à lire ce manga, car Ashita no Joe mérite 100 fois d'être lu. Et si en effet, à cause de l'époque, le manga a bien perdu de sa superbe, car nous ne l'avons pas connu quand celui-ci était bien plus d'actualité, je n'imagine même pas les réactions des lecteurs japonais qui l'ont découvert dans les années 60 vu ce que j'ai pu ressentir en le lisant dans les années 2010. Bref, avec tout ça, on n'a quasiment pas parlé de Journal d'une vie tranquille. Donc, de quoi parle ce manga ? Nous suivons Tetsuya Shiba, sexagénaire au moment du début du manga, qui va nous faire suivre sa vie de tous les jours en nous racontant ponctuellement des anecdotes sur son passé, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, du moment où il était un mangaka plus actif, et même celles concernant d'autres mangaka qui, comme lui, sont assez âgés aujourd'hui. C'est tout ? Bah c'est un manga autobiographique, tu t'attendais à plus ? Bah... Ouais, en fait non. Oui, ce manga est simple, mais simple ne veut pas dire mauvais, bien au contraire. Bon, parlons de ce qu'on peut un minimum analyser dans ce manga, le dessin. Autant le dire, Tetsuya Shiba n'a clairement pas perdu la main. Toujours fidèle à son style, il arrive à varier au maximum ses designs pour rendre ses personnages à la fois reconnaissables à partir du moment où il nous les présente que... reconnaissables quand il s'agit de personnes connues. Shiba va varier plusieurs époques en faisant en sorte que nous puissions suivre chacune d'entre elles sans être jamais perdus, tout en variant également les ambiances des chapitres. De ces petits moments de vie tranquille quand il nous raconte sa vie de personne âgée, aux moments les plus difficiles durant sa jeunesse en période de guerre, il arrive par des traits simples à faire comprendre les émotions de ses personnages, tout en proposant toujours des grandes cases dans lesquelles il s'amusera dans les détails, comme il a toujours aimé le faire. Car loin de ce qu'indique son titre, il nous racontera avec une certaine légèreté des moments particulièrement difficiles de sa vie, presque vu comme un bilan assez agréable, vu que de son côté, ça c'est bien fini pour lui, et comme n'étant que des histoires du passé qui ont fait ce qu'il est devenu. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'émotion ne sera pas là. Il nous partagera les moments ou des événements qui ont vraiment pu le marquer, aussi bien la perte d'un ami quand il était enfant, que quand il a commencé à dessiner ses mangas. Cependant, il ne s'empêchera pas de nous faire ressentir les joies qu'il a pu éprouver lors de moments bien plus heureux, aussi bien en période de conflit que dans sa vieillesse inévitable, mais naturelle. Car ce manga est en soi assez hybride, en faisant côtoyer des époques, des émotions et des anecdotes si différentes, racontées de manière assez décousue pour ne pas s'arrêter à une seule histoire de la vie d'une personne qui a tant vécu. Un chapitre où la famille Shiba essaye de survivre à la guerre peut très bien se suivre d'un nous racontant les funérailles de Tezuka. Bref, ce manga, c'est vraiment écouter de manière ponctuelle les anecdotes d'une personne qui a eu une vie bien chargée. Et c'est vachement cool. Je vais être honnête, Journal d'une vie tranquille, ce n'est pas un manga sur lequel on peut développer et qu'on peut analyser longtemps.
L'histoire est une succession de scénettes qui seront loin d'intéresser tout le monde, et le dessin, bien que très réussi, surtout quand on sait l'âge de Shiba, pourra sembler à certains assez anachronique. C'est très certainement parce que je connais l'homme pour une partie de son œuvre que je trouve autant mon compte dans sa lecture. Mais il faut dire aussi que Shiba arrive à me passionner pour ses petites histoires, que son vécu donne envie d'en savoir plus sur lui, et ce que devient aujourd'hui une légende du manga. Je pourrais très difficilement recommander ce manga à la totalité d'entre vous. Cependant, je pense que vous pourrez y trouver votre compte si vous vous intéressez assez largement au monde et à l'histoire du manga, et surtout, à ces grands auteurs. Si vous êtes prêt le temps d'une lecture à écouter le journal d'une vie pas si tranquille que ça d'une personne âgée, si vous aimez le travail de Tetsuya Shiba, si vous aimez Ashita no Joe et que vous voulez en découvrir plus sur ce manga qu'au travers de sa lecture seule, je ne peux que vous encourager à découvrir Journal d'une vie tranquille. Personnellement, je pense que si j'ai vraiment accroché, c'est parce que j'aime le manga, mais le manga avec un grand thème. Regardez, pendant plus de la moitié de cette vidéo, je vous ai parlé de mangas annexes à celui-ci, en vous citant plein d'œuvres en vrac, mais que j'aime énormément. Journal d'une vie tranquille, c'est vraiment un manga qui représente les éditions Vega. Un manga qui ne se trouvera pas un immense public, assez osé à éditer chez nous, mais qui va parler à de nombreux passionnés qui aiment le manga comme un art. Si vous vous retrouvez dans cette description, je ne peux que vous inviter à lire aussi bien Journal d'une vie tranquille que les autres mangas disponibles chez cet éditeur. Pour celui-ci, vous pouvez dès à présent découvrir les 2 premiers tomes à un prix de 11€ l'unité. Voilà pour ce manga grande, encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Comme toujours, si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et même recommander d'autres mangas de Vega à ceux qui vous liront. Ouais, vos avis à vous aussi sont intéressants. Sinon, vous pouvez toujours laisser le j'aime et vous abonner, vous pouvez également passer sur mes réseaux sociaux, et comme à chaque fois pour ne pas changer, je vous dis, allez, c'était Haru, salut!